La première fois que cela s'est produit, j'avais une explication parfaitement rationnelle. Nous étions en décembre 2020 et le monde ne s'était pas tant rouvert qu'il ne s'était fissuré, se brisant en éclats isolés et paranoïaques. Le mien se réduisait à un appartement de 70 mètres carrés dans un complexe au sud de Lamar Boulevard, à Austin, au Texas. L'endroit, monument de crépi beige et de toiture pseudo-espagnole, était d'ordinaire une ruche bourdonnante. Les basses sourdes d'un voisin, le fracas d'une partie de beer-pong sur un balcon, les rires faciles de gens à la fin de la vingtaine qui croyaient encore à la promesse de la ville. À présent, ce n'était plus qu'une boîte stérile et muette. La piscine gisait sous une bâche bleue, affaissée. La porte de la salle de sport était scellée par un gros collier de serrage, et les seuls signes de vie venaient d'un des robots de livraison clignotants qui, de temps à autre, erraient sur le bitume fissuré comme des jouets égarés. Ma vie s'était comprimée dans le rectangle lumineux de l'écran de mon ordinateur portable. Le salon, autrefois lieu de jeux vidéo et de vin bon marché partagé entre amis, était devenu un bureau permanent. La frontière entre le travail et le reste ne s'était pas estompée, elle s'était dissoute. Je quittais une réunion Zoom à 20h, les visages de mes collègues figés dans leur petite case d'épuisement partagé, puis je déplaçais simplement ma chaise de quelques centimètres pour entamer le défilement mécanique de la soirée. Le silence qui suivait le clic sur « quitter la réunion » était immense. Pas un vide, non. Une matière dense et lourde qui emplissait la pièce, seulement troublée par le ronronnement asthmatique du réfrigérateur et parfois par la sirène solitaire qui fendait la nuit depuis le centre-ville. C'est dans ce silence que les scintillements ont commencé. Toujours quelque chose de périphérique. Une tache noire furtive au bord extrême de mon champ de vision, semblable à un corps flottant dans l'œil, mais doté d'une intention sinistre et précise. Je tapais une ligne de code, l'attention absolue, et quelque chose bougeait dans le couloir sombre menant aux chambres. Je relevai la tête d'un coup, le cœur cognant une fois, sèchement contre mes côtes. Rien, seulement le vide béant du couloir. Ou bien je lavais une assiette solitaire à l'évier, contemplant mon propre reflet émacié dans la fenêtre noire, quand une ombre semblait se détacher des ténèbres plus profondes du coin repas. Je me retournai brusquement, éclaboussant de mousse, le souffle coupé. Le renfoncement était vide, la table Ikea nue. Je me suis diagnostiqué tout un éventail de maux contemporains. Fatigue oculaire due à la lumière bleue incessante, légère paranoïa nourrie par le flux continu des informations. Début d'agoraphobie amplifié par le fait que mon monde avait littéralement rétréci. J'ai commencé à prendre de la vitamine D. J'ai tenté de me forcer à sortir marcher, mais les rues désertes et les visages masqués, détournés, des rares passants, avaient quelque chose de plus post-apocalyptique que thérapeutique. Je finissais toujours par revenir sur mon canapé, les 4 murs de l'appartement ressemblant de moins en moins à un refuge et de plus en plus aux parois d'un cercueil élégamment aménagé. Puis les scintillements ont pris de l'épaisseur et de la malveillance. Une nuit, plongée dans l'heure des sorcières, d'un problème de code, le monde s'était rétréci à la lueur de l'écran et au claquement des touches. L'appartement était un tombeau. J'ai enfin trouvé l'erreur, un point-virgule manquant, et une vague de soulagement épuisé m'a submergée. En me renversant en arrière pour m'étirer, la colonne craquant comme un chapelet de pétard, je l'ai vu. Du coin de l'œil gauche, dans la bouche noire du couloir, un homme se tenait là. Mes doigts se sont figés sur le clavier. Tous les muscles de mon corps se sont verrouillés. Ce n'était ni une tache, ni un jeu de lumière. C'était une silhouette, une découpe humaine faite d'une obscurité si absolue qu'elle semblait aspirer la lumière alentour. Grande démesurément et mince avec de longs bras effilés pendant le long du corps. Pas de visage, pas de vêtements, pas de texture, seulement un vide humanoïde compact. Il restait parfaitement immobile, le sommet de sa tête incliné dans un angle légèrement curieux. Il m'observait.
L'adrénaline m'a traversée comme une décharge électrique, si froide et si violente qu'elle en était douloureuse. L'instinct de fuite ou de combat hurlait dans mon esprit, sirène animale et primitive, mais mon corps était une statue. Impossible de tourner la tête, impossible de détourner le regard. Je retenais mon souffle, les poumons en feu, la vision périphérique tendue jusqu'à la douleur. Je comptais les secondes au rythme affolé de mon cœur. 10, 20. Lentement, avec une volonté dont je ne me croyais pas capable, j'ai ordonné à mon cou de pivoter. Le mouvement avait quelque chose de granuleux, mes vertèbres semblant grincer l'une contre l'autre. J'ai déplacé la tête d'1 millimètre, puis d'un autre, jusqu'à regarder droit dans le couloir. Il était vide. La détente fut si brutale que j'ai haleté, un bruit râpeux aspiré dans la pièce silencieuse. J'ai bondi hors de la chaise, les jambes molles. Elle a roulé en arrière et s'est écrasée contre le mur dans un fracas démesuré. J'ai cherché l'interrupteur à tâtons, la main claquant contre le mur, et le plafonnier a pris vie dans un bourdonnement, noyant le salon sous une lumière jaune et crue. Je clignais des yeux, brûlé. Rien. J'ai avancé vers le couloir, le cœur cherchant toujours à s'échapper de ma poitrine, et j'ai allumé là aussi. Le luminaire bon marché éclairait la moquette beige, les murs nus, la porte fermée de la chambre. Aucun endroit où se cacher. J'étais totalement, absolument seule. Et pourtant, la certitude inverse pesait dans mon ventre comme une pierre glacée. Ce fut le déclencheur. Les apparitions se multiplièrent, plus fréquentes, plus audacieuses. La paralysie du sommeil commença. Je me réveillai au cœur de la nuit, l'esprit d'une lucidité hurlante, le corps prisonnier de chair et d'os. Un poids écrasant me comprimait la poitrine, chaque respiration n'étant qu'une bouffée courte et désespérée. Dans la lumière terne des lampes, au sodium filtrant entre les lames des stores, je les voyais. 2, parfois 3 silhouettes sombres rassemblées au pied du lit. Elles se tenaient là, leur tête centrée, inclinées dans la même posture d'étude. Elles ne bougeaient vite, ne respiraient pas. Elles existaient seulement. Conseil d'ombre jugeant mon corps paralysé. J'essayais de crier, de rugir, de produire le moindre son, mais ma gorge était scellée, mes cordes vocales mortes. La terreur était un feu chimique pur dans mes veines. Les épisodes duraient une éternité, ne cessant que lorsque je parvenais enfin, au prix d'un effort herculéen, à faire tressaillir l'auriculaire de ma main gauche. Au premier mouvement, les figures se dissolvaient. Elles ne s'évanouissaient pas, elles disparaissaient instantanément, comme si elles n'avaient jamais existé. J'ai cessé de dormir. La caféine était devenue inutile. Mon corps fonctionnait à la peur seule. J'étais un nerf à vif. Le claquement de la machine à glaçons me faisait sursauter. Mes yeux ne cessaient de scruter les bords de la pièce, les angles du plafond, les zones sombres, sous les meubles. J'ai commencé à dormir avec toutes les lumières allumées, tentative pathétique de chasser les ombres, mais cela n'en faisait que créer davantage, plus longues, plus difformes. Dans un accès de rationalité technologique désespéré, j'ai installé mon vieil ordinateur portable comme une caméra de fortune, la webcam pointée toute la nuit vers le couloir, sa petite diode verte tel un œil vigilant. Chaque matin, pendant 1 heure, les mains tremblantes autour d'un mug de café froid, je passais les images en revue. Je n'y voyais rien, seulement le couloir vide, les reflets d'une voiture de passage, parfois un papillon de nuit frôlant l'objectif. Cette vacuité était, d'une certaine façon, plus terrifiante que d'y surprendre quelque chose. Cela signifiait qu'ils étaient intelligents, qu'ils ne voulaient pas être vus. Puis vinrent les phénomènes auditifs. D'abord un murmure bas et parasité, le bruit d'une télévision réglée sur une chaîne morte. Je l'entendais tard dans la nuit, un chuintement doux et sifflant qui semblait émaner des murs eux-mêmes, un son parasite vivant dans le plâtre et l'isolant. Au début, j'ai pensé à des acouphènes ou au réseau électrique de l'immeuble. Mais il y avait un motif, sous le grésillement, un rythme, une cadence qui imitait la parole. Je ne distinguais jamais de mots, seulement leurs fantômes,
l'impression de syllabes et de phrases prononcées juste en deçà du seuil de compréhension. Je collai l'oreille contre le mur froid, tout le corps tendu, tentant de déchiffrer, mais le son refusait de se localiser. Il était partout, emplissant l'air jusqu'à devenir la seule chose audible. C'était le bruit du silence ici, me disais-je, celui d'un bâtiment qui se tasse dans sa propre décrépitude. Mais je savais, avec une certitude glacée, que c'était faux. C'était un son nouveau, invasif, et il gagnait en intensité. La tension était un fil d'acier tendu dans ma poitrine, vibrant d'une angoisse constante et aiguë. Je vivais en hypervigilance, les sens si exacerbés que le frottement de mon t-shirt contre la peau me paraissait du papier de verre. Le monde derrière la fenêtre, rue vide, vitrine murée d'un restaurant en faillite, vision dystopique de silhouettes marchant seules en large détour prudent, était déjà assez sombre. À l'intérieur de mon appartement, c'était un enfer sur mesure. Le point de rupture survint un mardi, jour indiscernable de tous les autres. J'avais réussi à sombrer dans un sommeil haché sur le canapé, la télévision diffusant un documentaire de David Attenborough sur les abysses. Sa voix apaisante était une bouée, un lien avec un monde naturel et sain. Je fus tiré du sommeil non par un cauchemar, mais par un bruit brutalement, banalement réel. Le grincement lourd et distinct de la lame de parquet mal fixée dans le couloir, juste devant l'entrée du salon. Je connaissais ce son par cœur. Je me promettais de la réparer depuis des mois. Mes yeux se sont ouverts d'un coup. L'écran affichait désormais l'interface inerte d'un service de streaming, baignant la pièce d'une aurore mouvante de violet et de bleu. Le murmure statique n'était plus un murmure. C'était un grondement doux et omniprésent, comme une chute d'eau lointaine. Je restais parfaitement immobile sur le canapé, dos au couloir, le corps raide. Le froid du cuir traversait mon t-shirt. Je n'osais pas respirer. Grincement. Un autre pas, plus près. Juste derrière le mur, à l'entrée du salon. Je sentais une présence dans mon dos. Plus qu'un sentiment, une sensation physique. Une poche de froid intense s'était formée. Une vague hivernale qui me glaçait les chines et hérissait les poils de mes bras et de ma nuque. La part primitive de mon cerveau, l'amygdale ancestrale qui reconnaît l'odeur des prédateurs et la forme des chasseurs nocturnes, hurlait dans une langue antérieure aux mots. Ça y était. La limite allait être franchie. Il fallait bouger, il fallait voir. Rassemblant chaque parcelle de courage, dans les lambeaux de ma raison, je me suis retournée. Le mouvement était atrocement lent, une trahison délibérée et silencieuse de ma terreur. Le cuir du canapé a gémi doucement sous mon poids. Il était là, au milieu du salon. L'homme d'ombre se tenait entre moi et la cuisine, tache tridimensionnelle de noir absolu. Il n'avait jamais été aussi proche, peut-être à 2 mètres. D'aussi près, son obscurité n'était pas une simple absence de lumière, c'était sa négation active, un vide qui semblait déformer l'espace alentour. Cette fois, il n'était pas immobile. Son bras, mince membre de ténèbres condensées, s'était tendu, son appendice sans doigt pointant directement le thermostat blanc en plastique fixé au mur. Sous mes yeux, mon esprit refusant de traiter l'information, les chiffres rouges du thermostat ont commencé à descendre. 22, 21, 20, un décompte lent et volontaire. Le chauffage central, jusque-là silencieux, s'est enclenché dans un sursaut métallique qui m'a fait tressaillir. Un souffle a jailli de la bouche d'aération près de mes pieds, mais il n'était pas chaud. C'était un air glacial, arctique, chargé d'une odeur de poussière et d'ozone. L'entité ne se contentait pas de refroidir la pièce. Elle ordonnait à la machine de produire le froid, pervertissant sa fonction même. La chose a tourné la tête. Il n'y avait ni yeux ni orbite, seulement une surface lisse et vide à la place du visage, mais j'ai senti son attention quitter le thermostat pour se poser sur moi. C'était une force tangible, un poids de regard ancien, intelligent et totalement étranger. Le grondement statique dans mes oreilles a enflé, devenant un bourdonnement chaotique et furieux, comme 1000 insectes rampant dans mon crâne. La pression montait,
une douleur vive derrière les yeux. Puis il a fait un pas vers moi. Ce fut tout. Le fil d'acier en moi a rompu. L'adrénaline pure et incandescente m'a envahi, brûlant la paralysie et la peur, ne laissant qu'un ordre primitif. Fuis. J'ai reculé en catastrophe, les membres désordonnés. Je suis tombée du canapé, le coude heurtant violemment le parquet. Une douleur nette m'a traversé le bras, une douleur humaine, réelle, et elle m'a ancrée. Je ne me suis pas retournée. J'ai rampé, les mains claquant sur le sol glacé, puis je me suis relevée en trébuchant et j'ai couru vers la porte d'entrée. Le vacarme statique était désormais un mur sonore, un cri aigu prêt à me fendre le crâne. Le froid s'intensifiait, l'air si glacial que je voyais mes souffles paniqués se condenser dans la lumière multicolore de la télévision. Mes doigts, engourdis et maladroits de terreur, s'emmêlaient dans le pêne. Ils résistaient. Impossible d'avoir une prise. J'ai gémi, un son pitoyable et désespéré. Je sentais le froid se refermer derrière moi comme une marée glaciaire. J'ai saisi la poignée à 2 mains, y mettant tout mon poids, et j'ai tourné. Le verrou a glissé avec un claquement lourd et définitif, le plus beau son que j'ai jamais entendu. J'ai arraché la porte et me suis précipitée dehors dans l'air nocturne, sans même la refermer. J'ai traversé la cour humide du complexe en chaussettes, l'herbe trempée m'imbibant les pieds, le béton glacé du trottoir me brûlant les plantes. Je ne me suis arrêtée qu'une fois à ma voiture, luttant avec mes clés, les mains secouées de tremblements incontrôlables pour appuyer sur le bouton. Je me suis jetée sur le siège conducteur et claqué la porte et verrouillé. Le cliquetis des serrures fut un second sacrement métallique. Je suis restée là, agrippée au volant, le corps ravagé de secousses. Ma respiration arrivait en sanglots rauques, embuant le pare-brise. Depuis la sécurité du siège, je fixais l'embrasure ouverte et noire de mon appartement. Un rectangle sombre, un portail vers un autre monde ouvert au cœur de ma vie ordinaire. Rien n'en sortit. La porte resta béante et vide. Mais je savais. Les règles avaient changé à jamais. Ce n'était plus une simple observation. Cela interagissait avec mon environnement. Cela fabriquait le froid, le désignait et s'était avancé vers moi avec une intention que je ne pouvais comprendre. Ce n'était pas un fantôme de récit, c'était une intelligence, une présence obéissant à une logique aussi froide et étrangère que le vide dont elle semblait issue. Elle venait de faire son premier mouvement, sans équivoque, une déclaration de ses capacités. La peur que je ressentais désormais était différente. Ce n'était plus seulement la peur de ce que je voyais, mais l'effroi viscéral de ce qu'elle pourrait faire ensuite. La partie venait de commencer et j'étais un joueur terrifié, sans préparation, ignorant les règles, l'objectif et même s'il existait une façon de gagner.